Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de venir en ce stand M53. Je rappelle, M53, c'est le stand tout ce week-end pendant toute cette édition 2019 de Livre Paris. C'est là que se trouve le magazine, le mensuel Lire et la plateforme Agence. Vous me direz, Charlotte Alibert, si je me trompe, Librinova. Vous en êtes une des cofondatrices et vous êtes directrice même générale, me dit-on, de Librinova. Nous allons débattre des Français et des Françaises et de l'écriture, une histoire d'amour, puisque dans son dernier numéro en date, le mensuel Lire publiait donc une enquête sur les Français et l'écriture et la publication et l'autopublication qui entre en écho avec le sondage régulier qui est sorti encore il y a 2 jours, pardon, sur les Français et la lecture, où on apprenait, et c'est pas tous les jours, des bonnes nouvelles. À ma droite s'est posé Vincent Monadé. Vous êtes président du CNL, le Centre National du Livre, depuis 2013, pardon, si je me trompe, voilà. Vous êtes une des personnes justement que j'ai fait réagir sur ce sondage Librinova dans le mensuel Lire en question. Et nous en débattrons aussi de ces questions avec Sébastien Fresneau. Vous êtes le directeur de Livre Paris, donc c'est aussi à vous qu'on doit être là cette année. Vous êtes directeur de Livre Paris depuis 3 ans. Depuis 3 ans. D'accord. Alors, première question pour rentrer dans le vif du sujet, d'autant plus que cette masterclass est diffusée en direct sur la page Facebook de Lire. Donc il peut y avoir également des questions et des réactions et des curiosités qui peuvent nous venir par nos internautes. Charlotte Alibert, pourquoi ce sondage? C'est Librinova, je crois, qui l'a fait. C'est nous deux qui le publions, mais c'est vous qui l'avez commandé. C'est vous qui avez anglé les questions, etc. Pourquoi? Alors, parce que déjà, on a beaucoup de chiffres, on a régulièrement des chiffres du CNL sur la lecture. C'est un sujet sur lequel on a des informations régulières. Et nous, finalement, chez Librinova, en proposant une solution d'auto-édition, mais aussi en venant de l'édition traditionnelle, on voit bien évidemment que les gens écrivent énormément, ce que le sondage confirme, on en reparlera. Et on a moins de chiffres et nous on commençait à se dire que finalement on manquait là d'une mise à jour de nos chiffres sur l'écriture. Est-ce que les gens écrivent? Pourquoi est-ce qu'ils écrivent aussi? Et comment est-ce qu'ils essayent de diffuser leurs écrits? Et c'est pour ça qu'on a lancé ce sondage avec Lire, en plus dans le cadre du numéro qui est sur comment se faire éditer en 2019. Ça nous semblait vraiment intéressant puisque c'est une question que se posent aujourd'hui les Français en fait, qui écrivent beaucoup. Comment ensuite se faire éditer. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de mettre à jour les chiffres sur l'écriture. Sébastien Fresneau, vous, quand vous avez pris connaissance de ce sondage-là, justement, quels ont été vos premiers enseignements, votre première réaction, votre première surprise peut-être? Moi, je pense que nous, on a des informations plutôt via un autre moyen, qui sont les études satisfaction qu'on fait en fait avec nos visiteurs à la fin de chaque salon. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents au salon, qui écrivent par eux-mêmes et qui justement demandent aussi de l'aide en fait, ou des conseils, qui sont très preneurs pour aller plus loin dans leur projet, pour aller jusqu'à la publication. Quel genre de conseils? Justement, un petit peu, c'est la base, c'est comme ça qu'on a monté ce programme en fait avec Lire, parce que c'est vrai que des conseils sur des méthodes, des témoignages de gens qui sont allés jusqu'à l'édition, qui ont suivi tout le chemin, et pour pouvoir les aider à avancer dans leur projet. Vincent Monadé, vous, alors, le Centre national du livre s'occupe peut-être avant tout, dites-moi si je me trompe, mais de la chose déjà justement éditée, justement. Exclusivement d'auteurs voilà, déjà édités. Oui. Voilà, et les subventionne, etc. Quelle est votre réaction et vos enseignements quand vous voyez l'idée d'un sondage comme celui-ci et quand vous envoyez les chiffres, les données et les croquis? On sait intuitivement qu'il y a à peu près autant de sélectionneurs de l'équipe nationale de football dans ce pays qu'il y a d'écrivains en herbe. Donc beaucoup de gens ont des manuscrits. Vincent Monadé est en train de vous dire qu'il a lui-même convoqué la liste de Didier Deschamps annoncée hier. Plusieurs fois, voilà. Plusieurs fois. On sait qu'il y a énormément de manuscrits dans les tiroirs. L'auto-édition est un phénomène passionnant d'ailleurs parce que c'est une très belle plateforme pour être repéré par un éditeur. Moi, je pense que Internet, c'est un peu comme Alien. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Donc, si vous n'êtes pas mis en avant, si vous ne passez pas par une plateforme, vous pouvez être un génie, ça va être compliqué. En revanche, il est évident, on l'a bien vu avec
beaucoup d'exemples qu'on ne citera pas ici, que l'édition est très très à l'affût aujourd'hui des auto-édités, notamment des auto-édités qui marchent bien, pour leur proposer un débouché d'édition classique et finalement en faire des auteurs publiés à compte d'éditeur. Donc que les gens se servent de ça comme d'une plateforme, ils ont parfaitement raison. Il faut continuer à envoyer des manuscrits par la poste, ça marche, mais il faut aussi pouvoir se mettre sur des plateformes qui vont promouvoir votre bouquin, qui vont essayer de le vendre, etc. Parce que ça, les éditeurs regardent aujourd'hui. Question pour l'ancien travailleur du domaine musical que vous êtes, je crois, Sébastien Fresneau. La musique a été, avec peut-être le cinéma, la première discipline artistique qui s'est dématérialisée. Alors, c'était via MySpace aussi, hein, pour la musique, et où des artistes ont compris que par ce biais-là, ils allaient pouvoir soit squeezer, soit doubler, soit faire autrement. Bref, créer autre chose comme circuit de distribution pour justement se faire connaître. Quand vous êtes arrivé dans le secteur littéraire, éditorial du livre, comment justement, quels enseignements de la musique, dans la musique classique, je crois que vous étiez... Moi, j'ai plutôt pop en fait. Ah pardon, excusez-moi, j'avais une mauvaise information. Quels enseignements vous avez tirés, vous avez cherché à adapter justement au livre, sachant que cela se passait dans la musique déjà, ça? Dans les enseignements que j'ai vus, en fait, pour reprendre ce que disait Vincent, c'est qu'en fait, il n'y a pas une technologie qui se substitue complètement à une autre. Donc en fait, par exemple, j'ai vu effectivement l'émergence de MySpace quand j'étais dans la musique. Ça a permis de faire découvrir de nouveaux talents, mais ça n'a pas empêché le réseau traditionnel de détection de talents, qui dans la musique passe beaucoup par les tourneurs, les producteurs de spectacles, les salles, les journalistes aussi en région, parce qu'ils ont un rôle important, enfin je dirais et dans la littérature aussi. Donc en fait, ce qu'on voit sur plusieurs années finalement, c'est que les différents moyens coexistent, c'est-à-dire que ça peut être de l'envoi par la poste, du réseau, et je dirais l'internet en fait est un canal complémentaire ou d'amplification. Après, je pense qu'il y a dans les deux cas un point important, c'est que au-delà il y a souvent une deuxième étape, c'est-à-dire que les œuvres qui passent par le web ou par les plateformes nécessitent quand même souvent un travail d'éditorialisation et d'amélioration du contenu. Et ça, je dirais, finalement le métier n'est pas tellement différent entre un directeur artistique dans la musique et un éditeur dans le livre qui va amener ce projet et qui a aussi ce rôle au-delà de faire rencontrer les lecteurs, mais d'amener l'artiste au maximum de ses possibilités. Vous vouliez réagir, mon Charlotte? Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que donc on a 54%, si je me trompe pas, de Français qui disent dans le sondage qu'ils ont écrit un livre ou qu'ils ont envie d'en écrire un. Grâce à Internet, grâce à des canaux comme l'auto-édition, ils ont la possibilité de diffuser largement ces écrits, de finalement pas les laisser dans un tiroir. Mais derrière, l'éditeur a toujours son rôle et même quelque part, ça renforce son cœur de métier qui est de sélectionner parmi les textes qui existent, ceux qu'il a envie d'emmener plus loin, d'ensuite les travailler avec les auteurs, améliorer l'écriture et distribuer les livres largement. Et donc ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que les gens écrivent de plus en plus et ont de plus en plus de possibilités de diffuser ces écrits, mais ça vient vraiment en complément de l'édition telle qu'on la connaît et ça la renforce même, je trouve, que ça met en valeur le travail des éditeurs au lieu de le cannibaliser et de faire disparaître l'édition comme on a pu le craindre à un moment. Question toute bête, mais du côté de Livre Paris, c'était pas forcément indiqué d'avance, coulé dans le marbre, que l'auto-édition allait arriver dans un salon littéraire. D'ailleurs, ce n'est pas tous les festivals dans l'Hexagone ou autres qui réservent des stands d'autres à l'auto-publication, puisque ça n'est pas du livre imprimé et donc pas non plus du livre édité. Comment s'est opéré chez vous, dans vos équipes, la décision de l'intégrer et de travailler justement ces domaines-là? Alors nous, si vous voulez, déjà on n'accepte pas forcément toutes les sociétés d'auto-édition ou toutes les plateformes. C'est-à-dire que l'idée, s'il n'y a pas derrière une démarche, justement, vous voyez ce que je veux dire, si c'est juste imprimer des livres, prendre de l'argent à des gens, imprimer des livres et leur annoncer une diffusion qui n'aura pas lieu, je dirais nous, on n'a pas envie de tromper les lecteurs non plus ou les aspirants auteurs, donc on ne va pas référencer des sociétés de ce type. Donc en fait, quand on accueille des sociétés comme Librinova en fait, sur le salon, elles sont dans cette démarche quand même d'accompagner les auteurs pour les amener à un travail de qualité. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dogmatique sur le sujet, pour la bonne et simple raison que, comme le disait Vincent tout à l'heure, en fait, les éditeurs aujourd'hui travaillent, je dirais, de façon proche avec les bonnes plateformes d'auto-édition
pour identifier aussi une partie des auteurs qui vont signer. Et justement, Vincent Monadé, du côté du CNL, comment est-ce qu'on travaille avec quelle différence justement on travaille avec des plateformes, avec des agents qui travaillent aussi dans l'auto-édition, quand il s'agit justement de faire voir ça du côté des subventions, des festivals, de la chose éditée telle que le CNL en a la gestion? C'est pas notre rôle en fait, l'auto-édition du tout. On la regarde comme les autres et plutôt avec bienveillance, mais c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de soutenir les auteurs édités à compte d'éditeurs. En revanche, dans beaucoup de nos festivals, je pense à la Comédie du Livre où il y a eu une polémique que j'ai assez mal comprise d'ailleurs récemment. Dans beaucoup de festivals, on a des auteurs auto-édités qui sont là, qui sont présents, qui vendent leurs bouquins. Voilà. Après, sur les X millions de manuscrits qui arrivent chez les éditeurs par an, ils s'en publient quand même bon an mal an 60 000. Donc il y a un peu de tri. Voilà. Il y a malheureusement un peu de tri. Et comme vous l'avez très bien dit tous les deux, en fait, le travail de l'éditeur est effectivement de faire travailler l'auteur, de le faire progresser. On le voit très bien avec Carver et la publication par les éditions de l'Olivier, du travail de Carver brut et du travail de Carver retravaillé par son agent, puisque aux États-Unis c'est l'agent qui joue le rôle d'éditeur. Voilà. Il y a des différences. Non, il y a des différences. Ouais. L'éditeur joue vraiment ce rôle-là. N'empêche qu'il y a un principe de base, il faut du talent. Point. Voilà. Qu'on soit dans l'auto-édition ou qu'on soit dans l'édition à compte d'éditeur, il faut du talent. Or, c'est injuste, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas de talent. Voilà. Sauf, je crois que c'est Sandra qui disait, prenez un imbécile et mettez-le 2 heures par jour devant une machine à écrire et vous finirez par faire un écrivain. Je crois que c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même une question de c'est pas vrai talent. C'est pas vrai pour tous les imbéciles. En 2 mots, pour rester concret, la fameuse polémique à Montpellier, à la Comédie du Livre à laquelle vous faisiez référence, c'était quoi? Les éditeurs locaux de Montpellier, dont certains sont de la région, dont certains sont des éditeurs remarquables comme Anacarsis, se sont plaints qu'il y ait des auteurs auto-édités qui soient conviés à la Comédie du Livre. Je pense que c'est 2 métiers très différents en fait. Voilà. L'auteur édité est tout seul, il est un peu tout seul, oui, même s'il publie sur Internet. À un moment, il a besoin d'être en rencontre avec son public, ce qu'il faut comprendre, de les voir, de donner des rendez-vous. S'il est très présent sur les réseaux sociaux, il va faire un énorme travail de donner des rendez-vous à ses lecteurs. Le travail d'éditeur à compte d'éditeur est totalement autre chose. C'est-à-dire que oui, il y a une prise de risque économique. Mais l'écrivain auto-édité ne détruit aucune valeur. Il publie son texte, point. Il ne détruit pas de valeur puisqu'elle n'a pas été créée à aucun moment. Je ne dis pas que certaines plateformes, y compris des plateformes connues et présentes à côté des éditions Gallimard, ne détruisent pas de la valeur dans la chaîne du livre. Je dis que l'auteur auto-édité lui-même ne détruit pas de valeur dans la chaîne du livre. Il est là, il a un texte, il veut le montrer, c'est tout à fait légitime. Et s'il est bon, il peut espérer un jour être récupéré par un éditeur à compte d'éditeur. Du côté des différentes institutions ou sociétés et responsabilités qui sont les vôtres, mesdames, messieurs, et pour rejoindre le sujet du sondage, les Français et l'écriture, dans les pays à culture littéraire et imprimée, beaucoup de gens ont de tout temps beaucoup écrit de poésie, de journaux intimes, etc. Le phénomène des blogs et des bookstagrammeurs, etc. maintenant fait qu'on ose, et de MySpace avant faisait qu'on ose passer le cap et on le publie ou on le met en ligne. Justement, du côté des structures qui sont les vôtres, comment est-ce qu'on analyse le fait que le monde passant, le monde 2.0 devenant un monde 3.0, etc., on ose de plus en plus passer ce filtre, passer ce tamis et publier ce qu'on a d'intime, ce qu'on a de rimes, ce qu'on a de prose, etc. C'est un phénomène qui est comparable partout, c'est-à-dire que c'est la fin de... En fait, non, je ne crois pas que ce soit la fin de la vie privée. En tous les cas, les gamins qui se servent d'Insta, etc., conservent une intimité, mais ils n'ont pas du tout la même notion de l'intimité que celle que nous, on avait. Et donc, ils conservent des choses par devers eux, et il y a plein de choses qui montrent. Et je crois qu'on est dans un monde qui montre beaucoup, donc les gens osent passer parce qu'on les a autorisés à montrer. Voilà, donc ils osent passer maintenant, directement, sous la coupe, ce qui est terrible, hein, parce que pour un auteur, quel qu'il soit, bon ou mauvais, amateur ou professionnel, immense écrivain ou obscur tâcheron, le regard du lecteur est impitoyable. Donc il faut énormément de courage
pour aller devant le regard du lecteur. Mais de plus en plus, les gens osent. Et ce que je trouve passionnant, moi, là-dedans, dans l'étude, que ce soit celle du CNL ou la nôtre, c'est que contrairement à toutes les idées reçues qu'on a à la base de dire, surtout sur les jeunes passent beaucoup de temps sur Internet et donc ils ne lisent plus, ils n'écrivent plus, ils font que prendre des photos. En fait, tous ces réseaux sociaux, que ce soit, aujourd'hui c'est principalement Instagram, mais les plateformes de blog, les sites d'écriture en ligne, etc. En fait, tout ça favorise énormément l'écriture. Et aujourd'hui, on a vu dans le sondage, mais les 18-24 ans sont parmi ceux qui plébiscitent le plus la lecture et l'écriture, pardon, excusez-moi, mais je crois aussi que la lecture est très... c'est un lapsus qu'on acceptera ici, exactement, exceptionnellement. Un ici, lapsus on l'accepte. accepté. Et en fait, je trouve ça extrêmement réjouissant de voir que les nouvelles technologies en fait, favorisent toutes ces activités culturelles énormément. Oui, je pense qu'aussi les nouvelles technologies favorisent l'interaction et le retour sur ce que vous créez en fait. Et je pense que c'est un point important parce que si vous regardez l'auto-édition papier telle qu'elle existait encore il y a 10 ou 20 ans, finalement vous imprimiez 200 ou 500 bouquins, puis finalement vous n'aviez pas tellement de retour même sur ce que vous faisiez. En fait, donc les outils digitaux permettent ça aussi. Et je pense que pour les gens, une fois qu'ils ont passé le cap que décrivait Vincent, un peu de l'angoisse de partager son œuvre, ça leur permet aussi positivement d'avoir un retour sur ce qu'ils font et aussi d'évoluer dans leurs projets. Par ailleurs, nous sommes probablement le pays qui survalorise le plus l'écrit. Même dans des pays de tradition écrite très forte comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'écrivain engagé est un phénomène unique au monde, par exemple. L'idée que l'écrivain est un intellectuel et qu'il peut s'exprimer sur tout, ce qui finit par le conduire à diriger une liste aux élections européennes. Mais ça, c'est autre chose. Toc pour l'annonce de ce matin sur France Inter. C'est très français, c'est-à-dire que la survalorisation du rôle de l'écrivain, qui probablement démarre avec ceux du 18e et la Révolution, mais s'accélère après le Dreyfus et J'accuse, cette survalorisation du rôle, faut que beaucoup de gens espèrent cette reconnaissance en tant qu'écrivain. Pouvoir dire dans sa famille, alors qu'on est chômeur et qu'on n'a pas ramené à manger depuis très longtemps parce que malheureusement on cherche un emploi, mais malgré tout on écrit, c'est une activité qui est toujours valorisée. Toujours. C'est comme l'étude sur la lecture que nous venons de publier. La lecture est très valorisée dans ce pays. On n'a pas des bibliothèques pour soi. Enfin, moi, c'est ma théorie, contrairement à ce que les gens croient quand ils disent « Oh, j'ai une magnifique bibliothèque ». Non, on a aussi une bibliothèque pour les autres. C'est un dialogue qu'on entame avec les autres, sa bibliothèque. On montre aux gens ce qu'on lit. Et dans ce pays, c'est vrai, moi je m'en réjouis, hein, on a un rapport au livre qui est unique au monde, à mon sens. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et je trouve qu'en plus, ce rapport se fait avec le roman. Et on le voit dans le sondage, 40% des gens disent qu'ils veulent écrire de la fiction. Et alors, moi, j'interviens de temps en temps dans des contextes avec des étudiants internationaux pour expliquer ce qu'on fait chez Librinova. Et c'est quelque chose qui surprend les internationaux quand on explique qu'en France, les gens écrivent, enfin, en tout cas chez nous, en auto-édition, principalement des fictions. C'est quelque chose qui leur paraît pas naturel. Et je pense que c'est valorisé en France d'être un écrivain de littérature générale et qui écrit des romans. Alors, oui, je voulais dire aussi, je pense que le phénomène s'étend aussi à d'autres genres littéraires comme la science-fiction ou d'autres domaines. Et on voit aussi littérature de genre. Oui, dans la littérature de genre aussi. Et peut-être oui, mais quand un gamin, je vais simplifier à l'extrême, hein, donc je m'en excuse. Hein. Quand un gamin vient dire à ses parents, je veux devenir danseur ou acteur, tu vois le père qui va faire un crédit à la banque et la mère qui va pleurer. Tu vois, quand il dit je veux être écrivain, alors là tout le monde s'entoure et dit oh là là là, formidable, tu veux écrire, voilà. Il y a vraiment cette valorisation de la chose écrite. Oui, ou alors on lui dit, pour paraphraser le titre du livre de Philippe Val, tu finiras comme Zola, tu finiras comme ton Zola. On ne peut pas ne pas mettre en relation ce que les gens lisent ou envie de lire et ce que les gens écrivent et ce que les gens ont envie d'écrire. Parce qu'effectivement, pour ce qui est de la fiction, de la littérature de genre, un des enseignements du sondage sur les Français et la lecture, c'est que 88% se déclarent lecteurs, mais beaucoup de ces 88% se déclarent lecteurs depuis l'enfance, par la littérature d'enfance, le roman jeunesse, etc. Justement, est-ce que là aussi, pour les sociétés et responsabilités et institutions qui sont les vôtres, il s'agit de continuer, surtout dans ce monde qui a besoin de décryptage, d'explication, etc., de continuer à favoriser la fiction, parce que c'est à la fois une explication du monde, la fiction, mais à la fois aussi fuir de manière noble, justement, le monde
dans les nombreuses crises, en 2001, en 2008, la fiction marchait parce qu'à la fois on voulait trouver dans ces fictions une explication des problèmes et à la fois on voulait s'en échapper. Nous, notre rôle est de soutenir tous les genres. Fiction, non-fiction, bande dessinée, théâtre, poésie, jeunesse, voilà. Ce que je crois surtout, c'est que, et on l'a vu quand il y avait les skyblogs ou maintenant avec les fanfictions, ce que je crois surtout, c'est que les gens, quand ils démarrent dans l'écriture, c'est pas vrai après, hein, quand ils sont confirmés, les gens, c'est un exercice d'admiration, l'écriture, fondamentalement. C'est le sentiment qu'on a quelque chose à dire et on écrit par rapport aux gens qu'on a aimés. Et donc on a énormément de gens qui écrivent de la fantasy parce que le genre fantasy est un genre qui est en train d'exploser littéralement. On a moins de gens qui écrivent de la poésie parce que la poésie est un genre qui économiquement, on le sait, alors qu'il s'écrit une très grande poésie dans le pays aujourd'hui, est un genre qui économiquement ne marche plus. Et donc les gens ont besoin d'exprimer quelque chose qui correspond. Ce que vous venez de dire, c'est peut-être pour les feel-good books, c'est vrai. Et encore, il faudrait être... mais pour la fantaisie, c'est pas vrai. La fantaisie, ça peut être une dystopie. Donc il n'y a pas nécessairement la recherche d'une simplification du monde. Ouais. Il y a juste, je crois, dans la fiction comme dans la non-fiction, et ça je suis complètement d'accord, la recherche de la compréhension d'un monde qui est en pleine révolution copernicienne, qui est devenu impossible à comprendre par n'importe qui, et qui retombe sur ce que disaient les Chinois, c'est une malédiction chinoise, puissiez-vous vivre des temps intéressants. On est tous dans le tambour de la machine, ça tourne, personne ne comprend rien, et les gens vont vers le livre parce que c'est une tentative d'explication du monde. Oui, et puis le livre, c'est une valeur refuge pour les gens, c'est quelque chose qui reste, c'est une façon de laisser une trace. Et les gens, alors en revanche, oui, les gens écrivent en fonction de ce qui est dans l'air du temps, de ce qu'ils ont lu dernièrement, de ce qui leur plaît, mais on voit aussi, enfin nous, dans les premiers romans qu'on reçoit, on en a énormément, les gens les portent souvent depuis très longtemps. Quand ils arrivent au bout d'un livre, c'est le fruit d'un travail souvent très long, une idée qu'ils ont depuis longtemps, ils y ont énormément travaillé. C'est pas une réaction à une mode, à un genre, à un livre qu'ils viennent de lire. Pas forcément. Après, une fois qu'ils sont un peu libérés de ce premier roman, souvent après ils se mettent à écrire beaucoup plus régulièrement et là aussi ils peuvent revenir coller à des genres qu'on voit émerger comme le feel good ou la romance à un moment. Mais voilà, ils suivent pas forcément, ils ne font pas que suivre les tendances en tout cas. Je pense que ça reste toujours quelque chose de très personnel. Avez-vous Non, enfin, pour illustrer ce que disait Vincent aussi, par exemple, on voit de plus en plus de romans écologiques, enfin, sur des histoires autour de l'écologie, et c'est parce que c'est vrai que c'est une thématique qui a pris énormément de place dans la société. Donc on le voit dans les romans et dans l'autopublication aussi. Est-ce qu'il y a, mesdames, messieurs, parmi vous des questions ou des réactions ou des gens qui écrivent? Un témoignage. Parce que ça, j'imagine qu'il y en a. J'imagine pas que vous êtes venus là par hasard. Je les connais en plus, ceux qui écrivent dans le public, ils n'osent pas le dire. Ah, quelqu'un a levé la main. Oui, alors vous avez des questions, des réactions? Je pense qu'on a un micro, peut-être. Oui, on a un micro à vous passer. Ou alors est-ce qu'on a des questions qui viennent de nos internautes? Oui, on a une question. Alors je crois que vous y avez déjà un tout petit peu répondu, mais peut-être que Vincent, vous aurez quelques statistiques sur le sujet. Une question qui est, est-ce que les jeunes lisent moins aujourd'hui? Alors, il faut rétablir les choses dans l'ordre. On perd des grands lecteurs, ça c'est une évidence. Grands lecteurs, c'est qu'ils lisent plus, plus de 20 livres, enfin, selon les estimations, 17 à 20 livres par an. En revanche, comme l'école a formé de plus en plus de gens, il n'y a jamais eu dans ce pays autant de gens qui savaient lire. Jamais. Et donc sur les petits et moyens lecteurs, on a gagné évidemment. C'est comme ça que nos métiers d'ailleurs continuent à être très rentables. Enfin rentables, je ne vais pas dire très rentables, sinon je vais me faire disputer par les éditeurs. Rentables, à peine rentables, enfin on arrive à peine à en survivre. Parce que globalement, notre marché a beaucoup mieux résisté que les autres marchés économiques de la culture, finalement, à la crise de 2008. Et c'est grâce à cette massification des lecteurs, et oui, les jeunes lisent. Le problème, c'est que il y a une phrase de Sénèque, que je ne citerai pas là, qui dit déjà que franchement, la jeunesse d'aujourd'hui est totalement inculte, elle ne s'intéresse plus à rien, elle ne lit plus. Voilà, c'est un discours permanent
de ceux qui vont vers la mort par rapport à ceux qui rentrent dans la vie. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, eux, de vieillir, alors que les autres sont jeunes, ils trouvent ça fondamentalement injuste, donc ils disent que c'est des abrutis. Les gamins lisent énormément. Ils ne lisent pas, à part les lectures obligatoires, qui sortent 3e dans notre sondage. Mais ça, c'est le classique. Personne n'imagine des enfants. J'adorerais courir de même vers Madame Bovary ou la Chartreuse de Parme et s'arracher le dernier exemplaire en librairie. J'ai jamais vu ça. Mais ils lisent énormément de mangas, de comics qu'ils plébiscitent absolument. Et ils lisent énormément de fantasy. Et comme ce sont des genres qui échappent aux adultes, on a l'impression qu'ils ne lisent plus. Mais Hubert, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais il a dû connaître le phénomène, on est tous les deux des fanatiques de polar. Des fanatiques de polar. Quand nous, on lisait du polar, polar était un genre totalement méprisé à l'époque. Personne, tout le monde nous disait, ils lisent plus, etc. Voilà. Mais après, on fait carrière, donc on prend des responsabilités. Donc, j'ai des amis qui étaient fanatiques de polar, qui sont devenus journalistes littéraires. Quand on devient celui qui prescrit, évidemment, on met en avant le genre qu'on a aimé. Et donc, je vous donne le pari que dans 20 ans, la fantaisie sera promue, comme aujourd'hui l'est le polar, à la fois par les éditeurs et par la presse. Voilà. Les jeunes lisent énormément, ils aiment ça, ils arbitrent malheureusement entre plus de loisirs qu'avant, et c'est parfois à notre détriment. C'est-à-dire que je pense que les réseaux sociaux nous ont fait bien mal et que les séries n'ont rien aidé en plus, mais c'est comme ça, hein. C'est pas une critique ni sur les réseaux sociaux ni sur les séries, c'est comme ça, c'est à nous de gagner le combat des loisirs. Et oui, les jeunes lisent, bien sûr. Tout discours qui dit que les jeunes ne lisent pas est un discours réactionnaire et inintéressant. Non, mais moi, pour l'avoir vécu dans la musique, le phénomène d'écrit, vous le retrouvez dans la musique, c'est-à-dire que les jeunes qui écoutent PNL aujourd'hui, ils écoutent ça aussi parce qu'ils savent que leur grand-mère a peu de chance déjà d'avoir Spotify et puis de l'écouter. Donc je pense que c'est aussi un moyen de se différencier. Après, je pense aussi un aspect qui va évoluer, c'est qu'aujourd'hui les médias ne reflètent pas encore complètement la part de ces littératures. Enfin, pour revenir sur la fantasy ou littérature young adult, etc. Comme l'âge moyen, par exemple, des abonnés ou des lecteurs des news magazines est plutôt quand même autour des 50 ans. Hein. Donc en fait, finalement, ils consacrent encore assez peu de place à ces littératures qui sont plus promues par d'autres canaux, notamment des canaux digitaux, ce qui fait voilà, des booktubers. Voilà. Donc je pense qu'après ça va s'ajuster progressivement parce que ces littératures s'installent dans le paysage, mais on est un peu dans la phase de transition en ce moment. On est dans la phase de transition pour tout le monde, hein, parce qu'on ne sait plus comment vendre de livres. On n'a plus de prescription traditionnelle et la prescription qui vient des réseaux sociaux, on n'a pas encore compris comment elle marchait, donc on n'a pas pu la modéliser en marketing. Donc on ne sait plus comment faire. Voilà, il y a des booktubeurs, on a repéré, il y a des instagrammeurs, tu as appelé ça des bookstagrammeurs. Des bookstagrammeurs. Effectivement, on les a tous repérés, mais c'est évidemment ça, par là que passeront les canaux de prescription, on le sait, mais personne ne sait encore comment faire. Ce qui est fabuleux parce que c'est un merveilleux moment de liberté, ça ne durera pas. Il y avait une table ronde là-dessus, si vous voulez la re-regarder, Vincent, vous saurez comment faire ce matin sur la promotion du livre en 2019. Elle sait y faire, Charlotte. Et voilà, Hubert, hein. avec une bookstagrammeuse qui est maintenant autrice chez Stock. Donc c'était très intéressant. Oui, qui s'appelle Agathe Rouga, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors, il faut reconnaître le talent de Manuel Carcassonne pour repérer les phénomènes émergents, c'est incroyable. À chaque fois, ça me sidère. Est-ce qu'on a des... Oui, et après on redonnera, parce que je crois qu'on a une nouvelle question. Alors moi, j'ai fait le parcours de l'auto-édition. Alors, vous m'entendez? Oui. Voilà, si on colle bien le micro au menton. Oui, alors j'ai fait le parcours avec Amazon et puis Kobo Fnac, hein, les deux les plus grands. Et j'ai entendu parler de Librinova il n'y a pas très longtemps, justement, comme quoi c'était la plateforme qui mettait en relation les auteurs avec des éditeurs. Donc effectivement, je suis allée voir. Alors moi, je vais être un petit peu terre à terre, hein, je vais parler argent. D'après ce que j'avais vu il y a quelques mois, vous proposiez des packs payants pour pouvoir mettre nos textes en ligne. Et même pour ceux qui avaient déjà fait tout le parcours d'édition, de mise en page. Bon. Alors moi, comme j'avais déjà fait tout le parcours, je n'avais pas besoin d'aide. Alors du fait, je me suis détournée. Oui, bien sûr. Alors c'est une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'auto-édition payante ? La réponse est assez simple parce qu'en général, quand on vous propose de l'auto-édition gratuite, c'est qu'on se rémunère autrement. Donc Amazon et Kobo, quand vous vous auto-éditez chez eux, ils se rémunèrent en prélevant un pourcentage sur les ventes de votre livre. Nous, on a fait le choix de se rémunérer en
frais fixes en fait, on propose des services aux auteurs, mais ces auteurs ne nous cèdent pas leurs droits et on ne prélève pas de pourcentage sur leur vente de livres numériques. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on propose le même service à tous les auteurs et derrière c'est de l'auto-édition, donc on ne se rémunère pas sur les ventes. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir derrière une équipe qui est très présente, qui répond à toutes les questions, qui accompagne et de rendre des services professionnels. Et je comprends tout à fait si vous avez déjà fait tout ce chemin, que ce ne soit pas une envie que vous avez aujourd'hui de prendre des services payants. C'est vraiment, je pense qu'il y a différents parcours d'auto-édition qui sont adaptés aux envies des auteurs. Il y a des auteurs qui ont envie de faire des choses seuls aussi, d'être très libres, d'aller directement se voir avec Amazon, avec Fnac, avec Kobo, etc. Et nous, on s'adresse à des auteurs qui ont envie d'être accompagnés à la fois dans l'auto-édition et puis ensuite pour éventuellement signer un contrat avec un éditeur. Et puis je rajouterais aussi qu'on s'adresse à des auteurs aussi qui veulent travailler avec l'ensemble de la chaîne de l'édition. Donc nous, on ne diffuse pas uniquement sur Amazon et Kobo, qui sont de gros, mais également sur toutes les librairies en ligne et tous les libraires indépendants. Et pour nous, c'est quelque chose de très important de faire vivre l'ensemble de l'économie de l'édition. Et effectivement, pour nous, ça a un coût de diffuser les livres sur l'ensemble des librairies en ligne. Est-ce qu'on a d'autres questions, mécontentements, contentements? On a vu en fait que l'auto-édition aujourd'hui constitue une sorte de vivier pour l'édition traditionnelle. Et donc on voit émerger des nouveaux auteurs par ces moyens-là. Mais si on remonte encore plus en amont, en fait, on voit que les jeunes enfants, les adolescents sont très intéressés par des plateformes comme Wattpad. Wattpad qui vient de développer d'ailleurs une fonction d'édition papier. Mais je me demandais s'il n'y aurait pas des passerelles à créer justement pour avoir cette espèce d'effet d'escalier où finalement un enfant de 10 ans qui a envie d'écrire, on le retrouve 15 ans plus tard en train de dédicacer au Salon du Livre. Déjà, il y a une chose que je veux préciser parce qu'il faut être tout à fait honnête. Cette vision que j'ai, moi, de l'auto-édition comme étant un vivier pour les éditeurs, c'est une vision qui est contestée par des gens absolument remarquables. Je pense que François Bon, par exemple, ne serait absolument pas là-dessus. Ou même Neil Giomunsi, qui est un auteur de genre fantastique et science-fiction que j'aime beaucoup, mais qui a renoncé à l'édition traditionnelle, ne serait absolument pas là-dessus. Donc, moi, c'est ma position obligatoire en tant qu'institution. Il y a des auteurs qui, eux, veulent essayer l'auto-édition et veulent essayer d'en vivre jusqu'au bout et n'envisagent plus, finalement, le recours à l'industrie du papier. Ça, pour être tout à fait honnête, il faut dire que ça existe. Ensuite, pour votre question, vous savez, c'est très vrai ce que vous dites sur le fait qu'on pourrait prendre un gamin à 10 ans et le suivre jusqu'à 25 ans. C'est même tellement vrai qu'il y a une jeune femme qui va publier chez les éditions Bragelonne que Stéphane Marsan suit sur du livre papier depuis qu'elle a 13 ans. C'est-à-dire qu'il l'a rencontrée dans un salon à Genève à 13 ans. Il lui a dit « Ce que tu fais, c'est bien, travaille ». Et tous les ans, il l'a revue en lui disant « Ce que tu fais, c'est bien, travaille. Ce que tu fais, c'est bien ». Donc oui, évidemment, si on peut... Si on évite Minou Drouet, donc Octo disait tous les enfants ont du talent sauf Minou Drouet, on doit pouvoir effectivement accompagner des jeunes dans leur travail d'écriture très tôt. À mon avis, pas à 10 ans, mais à 13, 14, 15 ans, j'en suis persuadé, oui, bien sûr. Ce que je trouve intéressant sur leur rapport à Wattpad par rapport à l'auto-édition, c'est que ce qu'ils vont chercher sur Wattpad, c'est de l'échange. Wattpad, c'est vraiment le réseau social. Ça attire vraiment des gens, un public plus jeune. Nous, on n'a pas des gens si jeunes en auto-édition. Et ils sont dans cette première phase où ils ont envie de retours de lecteurs, de commentaires, etc. Et nous, finalement, en auto-édition, on attire des gens un peu plus âgés et qui ont envie de se sentir auteurs. Et donc de distribuer un livre, de le publier, de l'auto-publier, et qui soit disponible dans des librairies en ligne ou physiques, aux côtés d'autres livres. Et c'est pas du tout le même rapport à l'écriture. Le premier, les plus jeunes sont encore, et je trouve ça très positif d'ailleurs, dans l'idée de tester leurs écrits auprès d'un lectorat et d'échanger. Non, je pense que l'auto-édition aussi a changé un aspect. C'est que je pense que l'importance du réseau ou de filtres énormes est souvent même suramplifiée par les gens qui écrivent. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore des livres qui sont... il y a des maisons d'édition, je sais pas, comme Minuit d'ailleurs, qui travaillent encore beaucoup avec des manuscrits qui arrivent par la poste, en fait. Peut-être même écrit à la plume d'oie. Chez Minuit, je ne l'écris pas. Et
Et je pense aussi que finalement, peut-être que le système est plus juste que la perception que les gens en avaient. Et en fait, je pense que ça va surtout libérer lever les blocages que les gens se mettaient un peu eux-mêmes. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai ce que dit Sébastien. Il y a un mythe qui accompagne ce métier, qui est le mythe en fait, on ne lit pas les livres qui arrivent par la poste et il n'y a que du piston. Et ces gens qui retournent la page 402 de leur livre, qui fait 852 pages, en disant comme ça, s'il me le renvoie avec la page 402 retournée, je saurais qu'il ne l'a pas lu. En fait, un éditeur, il lit au mieux 5 pages. Hein. Au bout de 5 pages, il sait s'il va lire les 800. C'est son métier. Hein. C'est son métier. Vous essayez de réparer un moteur, ça va vous prendre des semaines et des semaines. Vous le donnez chez le garagiste, en une journée, il a fait le boulot. Bah, l'éditeur est pareil. Mais les éditeurs lisent ce qu'on leur envoie. Ou alors, ce sont des mauvais. Personne ne peut prendre le risque de rater le bijou du siècle parce qu'il est arrivé par la poste et qu'on ne lui a pas recommandé. Donc les éditeurs lisent tous ce qu'on leur envoie, évidemment. On a une dernière question parmi ceux qui nous suivent sur Facebook, qui est une question un peu complexe, je pense que vous aurez chacun quelque chose à dire. C'est comment imaginez-vous le futur de l'édition ? Ça, c'est une question Tout ouverte simplement. pour la fin, tout simplement. Alors, bon, on aura fini de répondre lundi soir, je pense. Moi, je pense que la question est ce que j'ai vu naître autour de Disney et de Marvel et par ailleurs ceux qui ont racheté DC Comics, etc., c'est qu'on est en train de constituer des univers cohérents bâtis autour d'un auteur. Et donc je pense que le livre sera un des produits d'une création qui sera tout produit, tout support et qui remettra au cœur le créateur, l'inventeur de l'univers. Il y aura quelqu'un qui inventera un univers, qui le supervisera, qui en gardera d'ailleurs pour lui-même certains des textes ou des films qu'il a envie de faire, puisque originellement, il sera toujours ou plutôt porté vers l'écriture, ou plutôt porté vers l'image, ou même plutôt porté vers le jeu vidéo. Mais il supervisera cet univers, et l'ensemble de l'industrie culturelle se construira autour de ces univers. Je prends l'exemple de Neil Gaiman, hein, qui est un des plus beaux exemples avec American Gods. Voilà, Neil Gaiman, il a écrit American Gods, il a écrit la suite à Nancy Boys, et puis après, il a fait le pilote de la série et développé, mais c'est même plus lui, je sais plus comment on appelle ça en série, c'est même plus lui le showrunner de la série, le showrunning est passé à quelqu'un d'autre. Donc je crois énormément à ça, et pour moi l'avenir de l'édition c'est ça, c'est être constructeur d'univers autour de ses créateurs. Oui, et un autre exemple, j'aurais répondu dans le même esprit. Par exemple, vous voyez un grand groupe comme Hachette aujourd'hui, en fait, ils rachètent des entreprises dans les jeux de société. Et c'est vrai que finalement, quand on réfléchit, dans les deux cas, il y a créer un univers et après porter cet univers et faire passer le message efficacement. Et en fait, que finalement, c'est des vrais scénaristes aujourd'hui dans le jeu de société. Et vous retrouvez des compétences communes entre un romancier, je dirais une série télé ou un film, et un jeu de société. Et alors, moi, je dirais déjà que l'avenir de l'édition me semble assuré par nos 80% de Français qui aiment écrire et qui aiment lire, ceux qui lisent tous les jours, etc. Et pour prêcher un peu pour ma paroisse, je pense, moi, que l'auto-édition va continuer à se développer et qu'en parallèle, ça va quand même renforcer certains rôles, le rôle des éditeurs de détecteurs de talents, leur rôle dans la distribution en librairie, dans la promotion des auteurs, parce que c'est ce que les auteurs vont de plus en plus attendre de leur éditeur. Ça va aussi être de plus en plus important pour les libraires d'identifier des auteurs qui veulent mettre en avant des talents. Donc je pense qu'on va avoir cette base de plus en plus importante en fait de personnes qui publient, qui auto-publient, et que derrière le rôle du reste de la chaîne de l'édition, ça va être d'accompagner les lecteurs en fait pour leur proposer des livres qu'ils auront triés sur le volet, qu'ils auront travaillé, dans lesquels ils auront investi pour que les auteurs aillent le plus loin possible. Oui, je pense qu'aussi il a un point important, et à ce niveau-là, l'édition française se porte bien. C'est toujours la capacité, moi pour avoir vécu la crise dans la musique où le marché a quand même été divisé par deux en moins de 10 ans, en fait, la raison pour laquelle aussi les maisons de disques, on devrait les appeler les maisons de musique maintenant, sont aussi sorties de la crise, c'est qu'elles n'ont jamais cessé d'investir dans les nouveaux talents.
Et je pense que c'est toujours un travail sans fin d'investir, de rechercher dans le talent de demain. Et c'est vrai, quand on voit les rentrées littéraires récentes, en fait, avec une part très élevée de primo-romanciers et des beaux succès parmi ces primo-romanciers, je dirais ça, c'est le moteur aussi du secteur, au-delà du travail par univers. Et la validation de ça, c'est que c'est encore un primo-romancier à la rentrée de janvier qui s'est vu hier remettre le prix RTL Lire. C'est Joseph Pontus à la table ronde. Donc effectivement, voilà. Donc il y a beau avoir, il y a évidemment encore un. Et puis le Goncourt, c'est pas un primo-romancier, mais enfin. Aux Animaux la guerre, on n'était que les fans de polar à l'avoir lu, puisqu'il était donc pour les Goncourt, il est considéré comme un primo-romancier finalement. Oui. Voilà, donc les humains sont bien toujours dans la place, décision, création, etc. Même si effectivement les univers s'étendent, pour parler un peu comme dans l'industrie pop, il y a la création originale qui est décuplée un peu en diverses labellisations, univers étendus pour parler comme les Star Wars. Mais voilà, effectivement, il y a des auteurs, ceux qui les repèrent, quel que soit le monde 2.0 ou le monde 3.0, tout ça évidemment. Merci en tout cas pour ces avis partagés sur écriture et lecture. Je vous invite à faire deux choses. Un, restez ici. Deux, vous procurer, parce que je crois qu'il en reste et il a très bonne réputation, le dernier numéro du magazine Lire, dont les retours sont vraiment excellents. Numéro du mois de mars, entre autres justement sur ce sondage et sur comment se faire éditer. Merci beaucoup Vincent Monadé, Monsieur Fresneau et Charlotte Alibert. Merci beaucoup et bon salon à vous toutes et tous.